Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. J'ai promis faire des vidéos sur le statut, la situation de l'esclave dans les sociétés Akan, les sociétés anciennes Akan. Et aussi l'aborder aussi un peu sous d'autres langues, notamment telles qu'on peut le trouver chez certains autres groupes ethniques d'Afrique dans les temps anciens. Voyez-vous, les Akans distinguaient ceux qui étaient dans la servilité en différents groupes. Il y a l'esclave qui a été acheté avec des moyens financiers. Notamment pour le cas des Akans, avec la poudre d'or qui était leur monnaie par excellence, ou alors avec les perles précieuses. Disons, la monnaie secondaire. Celui-là, on lui donne un nom particulier. Les Agnis, les Baoulés l'appellent Kanga. Les Ashantis et tous les autres locuteurs de la langue Twi l'appellent Donko. C'est vraiment celui-là qui occupe le bas de l'échelle sociale. Le bas même de l'échelle sociale. Il y a d'autres formes de servilité. Par exemple, ceux qui sont prisonniers de guerre. Ceux qui ont été capturés durant la guerre. Chez les Agnis sans vie, les captifs de guerre sont appelés Angama. Les Agnis sans vie d'Aboisseau, ils appellent les captifs de guerre Angama. Mais chez les locuteurs du Twi, comme les Ashantis, les Akim, etc., ils l'appellent Domu. C'est une expression qui veut littéralement dire dans la guerre. Domu, voilà, dans la guerre. Celui-là, sa situation, je peux dire, est moins humiliante que celui qui a été acheté avec des moyens financiers. L'être humain qui a été acheté avec des moyens financiers. Oui. Maintenant, une autre forme de servilité, mais celui-là n'est pas considéré comme un esclave. C'est celui qui est placé en gage. Oui. Les Akans appellent cela Aoba. C'est-à-dire que sa famille ou bien lui-même est endetté auprès d'un créancier. Sa famille n'arrive pas à rembourser. Ou lui-même n'arrive pas à rembourser. Alors, il est placé en gage auprès de son créancier. Celui-là est appelé Aoba. Il n'est pas esclave. C'est quelqu'un simplement qui est mis en gage. Dès que la dette est remboursée, bon, il est libre. Mais très souvent, ce qui arrivait, c'est que les Akans très malins, ils demandaient à ce que ce soit une femme qui soit mise en gage. Et quand c'est une femme qui est mise en gage, rapidement, ils s'empressent de l'épouser et de faire des enfants avec elle. Et donc, si elle a fait des enfants, bon, elle reste auprès de ses enfants, elle n'a pas envie de quitter ses enfants. Et elle n'a pas envie forcément d'abandonner son foyer. Voilà. Mais devant toute cette situation de servilité, la pensée des Akans est celle-ci. Et je vais d'abord le dire en langue tui, avant de traduire cela en français. Les Akans disent Obi Deshie n'ayez Obi Donko. C'est-à-dire que c'est le noble de quelqu'un qui a été fait esclave par autrui. C'est le noble de quelqu'un là qui a été fait esclave par autrui. Hein? Dans ta famille originellement où tu étais, tu es un noble, tu es considéré. Mais quand on t'enlève, on te fait captif et qu'on te vend, tu deviens l'esclave d'une autre personne, d'autrui. Alors que dans ta famille où tu étais,
tu es un noble. Vous voyez? C'est pour ça que ceux qui veulent se donner une supériorité humaine, parce qu'ils ont réduit d'autres personnes en esclavage, mais c'est une fausse façon de voir les choses. C'est une fausse façon de voir les choses. Parce que de toute l'histoire de l'humanité, l'esclavage a sévi un peu partout. Vous pensez que quand les Romains faisaient les guerres là, ils ne faisaient pas des esclaves, ils faisaient des esclaves. Les captifs de guerre étaient faits esclaves. Ouais. Beaucoup de gladiateurs, en fait, étaient des gens qui étaient dans la servilité. Que tu sois gaulois, que tu sois germain ou que tu sois quoi que ce soit. Mais si les Romains t'ont pris à la guerre, tu deviens leur esclave. C'était comme ça. Même si par la suite des Germaniques se sont prétendus hommes supérieurs, mais ils n'étaient perçus que comme des sauvages et des personnes à esclavagiser par les Romains. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que les Akans disent que bon, vraiment, c'est une absurdité. Parce que c'est le noble de quelqu'un qui devient esclave d'autrui, d'une autre personne. Vous voyez. Mais dans les sociétés africaines, l'esclave n'est pas maltraité. Il n'est pas enchaîné, non. Alors qu'on a vu aux Amériques, la façon dont les Indo-Européens ont traité les esclaves noirs, non mais c'est inhumain. C'est un crime contre l'humanité. Ils étaient enchaînés. Tout le temps enchaînés. Non, en Afrique, l'esclave n'est pas enchaîné. Non, 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 non. On ne l'enchaîne pas. Ce sont les Européens qui ont envoyé ce système qui consiste à enchaîner les gens. Non. En Afrique, quand l'esclave arrive, il y a un rituel qui est fait. Puisque souvent, il est plus loin de son foyer. Alors, par exemple, chez les Aladjans, de la région de Jacquesville, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mâchaient de la cola. Le chef de famille mâche de la cola ou le propriétaire de l'esclave mâche de la cola qu'il projette dans le visage de l'esclave. Et il lui dit, c'est comme un rituel, en fait c'est un rituel. Et il lui dit, oublie le pays d'où tu viens. Oublie la famille de laquelle tu es issu. Et accepte de vivre ici avec nous. Une fois que ce rituel est fait, c'est fini. Non, il n'est pas enchaîné. Il est un homme libre, il se déplace comme il veut. Et on lui permet de mener des activités économiques. C'est ça la différence. Il peut avoir ses champs, hein, etc., cultiver tranquillement, etc. Fonder une famille. Mais quand il travaille, les 2/3 de ses revenus reviennent à son maître. Voilà. Les 2/3 de ce qu'il gagne reviennent à son maître. Lui garde le tiers, les 2 autres tiers là vont à son maître. C'était comme ça. C'était comme ça. Et l'esclave qui est travailleur pouvait avoir des moyens et lui-même acheter des esclaves. Dans le royaume d'Asaye Yuoso, on parle d'un esclave qui est devenu ainsi riche parce qu'il était travailleur. Hein? Et il participait financièrement aux obsèques des rois, des chefs, etc. Et lui-même, il a pu acheter des esclaves. Vous voyez? Il a pu acheter des esclaves. Il a pu acheter des esclaves. Donc, la situation de vie de l'esclave en Afrique était différente. Et puis, pour les Africains, l'esclave là, qu'il ait été acheté, qu'il soit captif de guerre, etc. À partir de la 2e génération, c'est fini. La servilité prend fin. Et oui, c'était comme ça en Afrique. C'est-à-dire que l'enfant de l'esclave là, lui n'est pas esclave. L'enfant du captif là, lui n'est pas captif. C'est pour ça que les Akans avaient un nom, un mot distinct, différent pour nommer l'esclave et le descendant de l'esclave et l'enfant de l'esclave. Par exemple, chez les Baoulés,
L'esclave acheté, c'est Kanga. Maintenant, son enfant, c'est Kanga Ba. C'est-à-dire l'enfant de l'esclave. Celui-là, on ne peut pas le vendre. Jamais. Il est un homme libre. Tu ne peux pas le vendre. Il est un homme libre. Par exemple, chez les Agnis, le descendant de l'esclave est appelé Abouroua. Et les descendants d'esclaves en général sont appelés Mouroua. C'est comme ça. Ils sont appelés Mouroua. Ils ne sont plus esclaves. Ils sont libres. Et tenez-vous bien, mais dans le Mandé, c'était pareil. Les descendants d'esclaves sont libres. D'ailleurs, il est dit que dans les traditions du Mandé, quand Sundiata Keïta est décédé, mais quelle était la coutume? La régence, avant qu'on trouve un nouveau Mansa dans le Mandé, c'était les dignitaires du royaume, les esclaves, leurs descendants et les captifs de guerre, c'est tous ceux-là ensemble qui assuraient la régence dans le Manding. Oui. Vous pouvez lire l'ouvrage intitulé Sundiata Keïta, la gloire du Mali. Vous pouvez lire cet ouvrage-là, c'est mentionné là-dedans. Vous voyez? Et dans le royaume d'Enya, dans la région d'Abangourou, quand le roi décède, il y a un rituel qu'on appelle Mouroualié. Mouroualié, c'est-à-dire, disons, littéralement consommer le descendant d'esclaves. Cela ne veut pas dire manger, hein, non, c'est pas ce que ça veut dire. Cela veut dire simplement que, à travers ce rituel-là, les descendants d'esclaves prennent possession de la cour royale. Et ils s'en rendent maîtres. Comme pour dire que le roi étant mort, il n'y a plus de l'ordre social est un peu rompu. Et alors, les Mourouas, les descendants d'esclaves, intronisent eux-mêmes un roi qui est à la cour royale. Et tous ceux qui veulent avoir accès à la cour royale, ben, ils payent comme un impôt, ils payent quelque chose aux descendants d'esclaves pour avoir accès à la cour royale. Vous voyez? C'est ces rituels-là. Et ceux qui sont descendants d'esclaves dans l'Indénia, mais ils n'ont pas honte de participer à ces rituels. Ils n'en ont pas honte. Non, pas du tout. Parce qu'ils sont des hommes libres. Vous voyez? Ils sont des hommes libres. Hein? C'était comme ça. Et tu ne peux pas t'amuser à maltraiter ton esclave parce qu'il est ton esclave. Non. Si tu le maltraites d'une façon injuste parce qu'il n'a rien fait de mal, tu le maltraites simplement parce qu'il est ton esclave, il peut porter plainte contre toi devant la notabilité. Oui, pour maltraitance. Pour maltraitance. Pour indignité envers la dignité humaine. Vous voyez? Alors que les Indo-Européens aux Amériques, mais ils maltraitaient les esclaves comme ils les voulaient, ils les tuaient comme ils voulaient, ils pouvaient faire comme lui. C'est-à-dire que là-bas, l'esclave n'est pas considéré comme un être humain, mais il est considéré comme une marchandise. C'était la perception des Indo-Européens. Or, les Africains, ils ne voyaient pas les esclaves de cette façon-là. Oui. Et puis, chez les Africains, l'esclave est un membre du lignage de son maître. Il est un membre du lignage de son maître. En Afrique, un peu partout, c'était comme ça. Il est un membre du lignage de son maître, mais seulement il occupe le bas de l'échelle, au sein de la famille ou au sein de l'échelle sociale. C'est comme ça. Si bien que dans le Mandé, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui portent des djamous. Soit ils s'appellent Keïta, ils s'appellent Doumbouya, ou ils s'appellent, je ne sais pas moi, Koroma, mais ils sont descendants d'esclaves. Seulement, ils étaient des esclaves, soit des Koroma, des Doumbouya, des Keïta, des Sissé, des Touré, des Traoré, mais ils portent le même nom que leurs maîtres. Ouais. Ils ont le même nom que leurs maîtres, ils portent le nom de leurs maîtres. Mais en réalité, on sait qu'ils sont descendants d'esclaves. Dans la famille, les gens savent que celui-là, il est descendant d'esclaves. Mais il porte le nom Touré, le nom de son maître, ou bien il porte le nom Sissé, le nom de son maître, ou bien il porte le nom Doumbia, le nom de son maître. C'était comme ça en Afrique. Un peu partout en Afrique, c'était comme ça.
L'esclave porte le nom de son maître. Hein? À partir du moment où il porte le nom de son maître, il porte le nom de la famille. Et oh, peut-être qu'il faut que je fasse cette vidéo-là en plusieurs parties. On n'a pas le droit, publiquement, de dire de quelqu'un que toi, tu es un esclave. C'est pour ça que, chez les Akans, notamment dans le parler cuit, on dit quoi? Nul n'a le droit de révéler les origines d'autrui. Obin tire obiase. Obin tire obiase. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un d'esclave, etc., des descendants d'esclaves. Mais si tu le fais, la coutume interdit ça. Tu vas payer des amendes très élevées à la cour royale. C'est comme ça. Je crois que je vais faire cette vidéo-là en deux parties. Je vais faire ça en deux parties parce qu'il y a d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'arrête là. Je suis le professeur Aloukwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan Cocody. En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.